élections générales en Centrafrique, la campagne pour le premier tour de la présidentielle et des législatives du 27 décembre a été ouverte ce samedi. À Madagascar, déroulement d'élections sénatoriales boycottées par l'opposition, les Malgaches étaient aux urnes ce vendredi. Et puis conflit au Tigré, le gouvernement éthiopien réaffirme son intention de superviser l'aide humanitaire. Voilà pour le sommaire de cette édition. Bienvenue à toutes et à tous. En Centrafrique, la campagne pour le premier tour des élections présidentielles et législatives s'est ouverte officiellement ce samedi. La candidature de l'ex-président François Bozizé a été invalidée il y a quelques jours. Seront appelés à désigner un président et 140 députés. Un second tour est prévu pour le 14 février 2021. Pour la présidentielle, 17 candidats sont en liste, dont le président Faustin Archange Touadéra, outsider élu par surprise au second tour en 2016. Parmi les 16 autres candidats figurent notamment deux anciens premiers ministres, Anissé Georges Dologuélé et Martin Ziguélé. La Cour constitutionnelle a invalidé le 3 décembre dernier la candidature de l'ancien président François Bozizé au motif qu'il est poursuivi dans son pays, notamment pour assassinat et torture, et sous le coup de sanctions de l'ONU qui lui reproche d'avoir soutenu depuis son exil la contre-insurrection de milices dite anti-Balaka. La Centrafrique a été ravagée par les combats après qu'une coalition de groupes armés à dominante musulmane, la Seleka, a renversé François Bozizé en 2013. Les affrontements entre Seleka et milices anti-Balaka, majoritairement chrétiennes et animistes, ont ensuite fait des milliers de morts. L'ONU a accusé en 2015 les deux camps de crimes de guerre et contre l'humanité. La mission des Nations Unies en Centrafrique, MINUSCA, forte de 11 500 casques bleus, va déployer un important dispositif pour assurer la sécurité du vote. Je le disais en titre, à Madagascar, des élections sénatoriales pouvant permettre au président Erazoël d'avoir la mainmise sur l'ensemble des leviers politiques dans le pays se sont tenues vendredi. L'opposition qui dénonce un non-respect des règles a boudé le scrutin. Selon les explications de l'ancien président Marc Ravalomanana, l'opposition malgache a décidé de ne pas participer aux élections sénatoriales car elles sont contraires aux dispositions légales en vigueur. Les sénateurs sont élus au suffrage indirect par de grands électeurs. Ce collège électoral doit donc être au complet, c'est-à-dire que les maires, chefs de région, chefs des provinces doivent être élus, souligne-t-il. Or, les régionales et provinciales n'ont pas encore eu lieu. Le Sénat est actuellement dominé par l'opposition, tandis que le gouvernement, l'Assemblée et d'autres institutions sont dominées par le parti au pouvoir. Ce vendredi, seuls les maires et élus municipaux, la plupart issus du parti au pouvoir, votaient sous haute surveillance policière dans un bureau de la capitale. Nous avons répété qu'il faut d'abord élire les grands électeurs, mais la Haute Cour constitutionnelle a dit non, on peut déroger aux règles, a dit l'actuel président du Sénat, Rivo Rakotovao. La Haute Cour constitutionnelle avait défendu la nécessité d'éviter un vide institutionnel à l'expiration du mandat actuel du Sénat. Lors de la campagne présidentielle de 2019, le président Andry Rajoelina avait promis de supprimer le Sénat qui figure pourtant dans la Constitution qu'il a fait voter par référendum en 2010. Mais il a finalement décidé de réduire le nombre de sénateurs, le passant de 63 à 18, 12 élus, les 6 autres désignés par lui. Selon la commission électorale, les résultats provisoires de ces élections sénatoriales devraient être connus avant Noël. L'ex-président de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila, a fait une rare apparition publique dans son fief minier du Katanga, dans le sud-est, ce vendredi, au lendemain d'un sérieux échec au Parlement face à l'actuel président Félix Tshisekedi.
Joseph Kabila a été accueilli par ses partisans à sa descente d'avion à Kolwezi, la capitale mondiale du cobalt et grand réservoir africain de cuivre. Aujourd'hui, je ne suis pas venu pour un meeting, je suis juste venu vous saluer, a déclaré en Swahili l'ex-homme fort de la RD Congo pendant 18 ans qui n'avait jamais pris la parole en public depuis son départ du pouvoir. Lundi, ses partisans du Front commun pour le Congo, FCC, l'ont invité à livrer sa part de vérité sur la crise politique au sommet de l'État. Dimanche, le président de la République, Félix Tshisekedi, a annoncé la fin de leur coalition au pouvoir. Tshisekedi avait ajouté qu'il souhaitait une nouvelle majorité d'union sacrée à l'Assemblée. Dans la foulée, les partisans de Tshisekedi à l'Assemblée ont obtenu la destitution de la présidente pro-Kabila de l'Assemblée, Janine Mabunda, lors d'un vote jeudi. Le FCC a perdu une bataille importante, mais son combat pour la préservation des acquis démocratiques, de l'unité nationale et de la stabilité en vue de l'émergence du pays est loin de s'arrêter, a indiqué le FCC sur Twitter. Ce vote fragilise la position du Premier ministre Sylvestre Ilunga, membre du FCC pro-Kabila, comme les 2/3 des membres de son gouvernement. Les amis de Kabila restent majoritaires au Sénat. Proclamé vainqueur de l'élection présidentielle du 30 décembre 2018, le président Tshisekedi gouvernait depuis janvier 2019 en coalition avec les forces de son prédécesseur, majoritaire à l'Assemblée et au Sénat, en vertu d'un accord secret. Autre information, la Cour internationale de justice a tranché vendredi en faveur de Paris dans le bras de fer juridique qui l'opposait à Malabo. Ce autour de l'affaire dite des biens mal acquis impliquant le fils du président équato-guinéen. Pour l'ensemble de ces motifs, la Cour conclut que l'immeuble situé au 42 avenue Foch à Paris n'a jamais acquis le statut de locaux de la mission au sens de la ligne I de l'article 1er de la Convention. Le pays d'Afrique centrale avait traîné la France devant la CIJ, plus haute juridiction des Nations Unies, après une descente en 2012 de la police française dans une luxueuse propriété de Paris, dans le cadre d'une enquête visant Théodorine Obiang, fils du président Teodoro Obiang Nguema et vice-président chargé notamment de la défense et de la sécurité de son pays. La propriété d'une valeur de 107 millions d'euros se situe dans l'un des quartiers les plus huppés de la capitale française. Les autorités françaises l'avaient saisie au même titre que plusieurs voitures de luxe. Le bâtiment dispose d'un cinéma, d'une discothèque, d'un spa et de robinets en or et serait l'ambassade équato-guinéenne en France, selon Malabo, estimant qu'en vertu de la Convention de Vienne, l'intervention de la police française est illégale. La Cour estime que la France a objecté à la désignation par la Guinée équatoriale de l'immeuble comme locaux de sa mission diplomatique en temps voulu et que cette objection n'avait ni un caractère arbitraire ni discriminatoire. Théodorine Obiang est réputée pour son goût prononcé pour les objets de collection liés au chanteur Michael Jackson, les fêtes, les voitures, les costumes de luxe, tout comme les bijoux, les yachts et la compagnie de stars du hip-hop. L'homme de 52 ans est le fils aîné du président équato-guinéen Teodoro Obiang Nguema qui détient le record de longévité au pouvoir en Afrique. Les États-Unis ont donné ce vendredi soir leur feu vert au vaccin de Pfizer-BioNTech contre la COVID-19. Ce faisant, il ouvre la voie à une campagne massive de vaccination dans tout le pays avec une première injection promise par Donald Trump en moins de 24 heures. Dans une vidéo diffusée sur son compte Twitter officiel, le président américain Donald Trump a déclaré que le vaccin COVID-19 est un miracle médical. Le feu vert américain a été donné vendredi dernier au vaccin COVID-19 de Pfizer-BioNTech, ouvrant la voie à son déploiement imminent dans tout le pays. Sous pression du chef de l'État pour accélérer l'autorisation d'urgence, l'agence américaine des médicaments a annoncé dans une lettre avoir donné sa bénédiction au remède. Les États-Unis deviennent ainsi le 6e pays à approuver le vaccin de l'alliance américano-allemande après le Royaume-Uni, le Canada, Bahreïn, l'Arabie Saoudite et le Mexique. L'agence européenne du médicament devrait rendre un avis d'ici fin décembre. Seulement 3 semaines se sont écoulées depuis par les fabricants de leur demande d'autorisation pour ce vaccin dont les États-Unis ont préacheté 100 millions de doses.
Je suis ravi d'annoncer que la FDA a autorisé le vaccin Pfizer. Nous avons donné beaucoup d'argent à Pfizer et à d'autres entreprises en espérant que le résultat soit positif. Et c'est le cas. Au nom du peuple américain, j'aimerais remercier tous les brillants scientifiques, techniciens, médecins et travailleurs qui ont rendu tout cela possible. Nous voulons que les personnes âgées, les professionnels de santé et les secouristes soient les premiers concernés. Cela permettra de réduire rapidement et considérablement les décès et les hospitalisations. Juste avant les États-Unis, le Mexique a approuvé la mise sur le marché du vaccin pour Pfizer. La vaccination va commencer fin décembre avec un premier lot de 250 000 doses pour l'administration du produit en 2 fois à 125 000 personnes. Et c'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité et bonne suite de programmes sur Sika TV.